Bien le bonjour à vous tous. Nous passons à la troisième partie du résumé de la Vénus D. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce cours est disponible en arabe et en français. Donc toutes mes leçons, à peu près toutes mes leçons, sauf une playlist sur l'analyse littéraire, toutes mes leçons sont faites en arabe et en français. En arabe pour les gens qui ont des difficultés, en français pour les... Bon, donc je passe... Bon, voilà s'il vous plaît les liens. Et ces liens-là sont fonctionnels. Les liens de presque toutes mes vidéos ne fonctionnent pas bien. Je vais les corriger plus tard. Mais les liens que vous trouvez sous ces dernières vidéos, comme cette vidéo-là, ces liens-là, ils fonctionnent. Donc si vous cliquez sur ce lien-là, ou bien si vous l'écrivez, à vous de choisir. Donc, mais il suffit de passer sous la vidéo, de cliquer sur le lien. Donc, si vous cliquez sous le lien, vous aurez toutes les leçons du tronc commun. Si vous cliquez sur la production écrite, vous aurez toutes les leçons de la production écrite. Cela concerne essentiellement les candidats de la première du bac, du régional et du national. D'accord? Donc, national en français bien sûr, pour le bac libre. Alors, pour la production écrite, vous avez un grand nombre de leçons, d'accord? Vous avez les types de plans, vous avez l'analyse du sujet, vous avez comment rédiger une introduction, comment rédiger une conclusion, les différents plans, d'accord, dialectique, concessif, progressif et le reste. Bien, donc, et bien sûr, les mêmes types de sujets sont donnés pour le régional et pour la première du bac. Ce sont des sujets argumentatifs. Donc, même si moi, j'ai analyser surtout des sujets du régional, mais le bac libre aussi, c'est la même chose. Ils peuvent très bien suivre ces leçons-là et appliquer ce qu'ils ont appris là sur les sujets qu'on va leur donner le jour de l'examen du national. Pour les œuvres, bon, j'ai commencé bien sûr l'année dernière par les œuvres de la première du bac et cette année, j'ai déjà fait 17 chapitres de Candide et je vais accélérer les leçons concernant les œuvres du bac libre à partir du mois de mars, c'est-à-dire très très prochainement. Donc, et nous avons des leçons d'outils de langue. Et je rappelle, s'il vous plaît, pour le bac libre, surtout pour le bac libre, je rappelle que l'examen est noté comme ça. Vous avez un texte. Vous avez 10 points sur le texte, mais ces 10 points sur le texte sont partagés comme ça. Il y a 2 points sur le paratexte, c'est-à-dire auteur, genre de texte, situation de passage, d'accord. Et il y a 6 points sur l'analyse du texte. Et sur l'analyse du texte, on vous pose des questions par des outils de langue. On vous dit quel est le champ, sortez 3 mots du champ lexical de tel mot, ou bien une comparaison, bien une métaphore, ou bien quelle est la tonalité du texte, ou bien, donc ce sont des questions que vous pouvez avoir. En plus des questions de compréhension du texte, vous avez des questions, d'accord, sur des outils de langue. D'accord. Donc, je passe maintenant. Bien, alors, c'est la veille du mariage. Cette nuit-là, chez les pérorades, on dresse un programme, un plan pour la journée du mariage. Donc, ce programme devrait débuter à 10h. Donc, ils se sont mis d'accord pour que tout le monde soit fin prêt, bien habillé, bien prêt à 10h. Et là, ils vont aller chez les Pugarigues. Les Pugarigues, bien sûr, c'est la famille de la mariée. D'accord. Donc, et le reste du programme ne nous intéresse pas. À 8h, le narrateur était assis devant la Vénus. Alors, regardez, ce côté diabolique, c'est très diabolique, cette physionomie maléfique de la Vénus d'île, je m'excuse, je me trompe toujours, je dis d'île alors que c'est dit, d'accord, parce que je vous l'ai déjà dit, d'accord, la première fois, j'ai lu la Vénus d'île, croyant qu'il s'agissait d'île, l'île qui se trouve dans la mer, d'accord, et
l'erreur est restée bien gravée dans ma tête, d'accord? Alors, chaque fois que j'oublie, je dis dit. Bon, alors, je dis dit à la place dit. Donc, le narrateur a un crayon maintenant et il essaie de dessiner la Vénus dit et il essaie de rendre cette impression de diablerie qu'elle a, d'accord? Alors, un bon peintre, un bon dessinateur, lorsqu'il dessine, il peut vous donner des impressions, d'accord, sur la physionomie du personnage, sur son psychisme et le reste. C'est ce qu'essaie de faire ici le narrateur, mais il a beaucoup de difficultés à le faire parce que cette physionomie de la Vénus dit est très très complexe. Alphonse, bien sûr, c'est le marié, habillé, d'accord, tiré sur 4 épingles, comme on dit, très très bien habillé. Donc, vient et voit le narrateur dessiner la Vénus, il lui dit, bon, tu vas me faire le portrait de ma femme. Plus tard, tu me le feras, ce portrait. À ce moment-là, on commence à jouer un match de jeu de paume. Alors, Alphonse, tout de suite, est très attiré par ce jeu. On sait que c'est un très bon joueur. Donc, maintenant, le narrateur aussi, fatigué d'essayer de rendre cette physionomie de la statue, et n'y arrivant pas, il se détourne de cette tâche et il commence à regarder le match. D'accord? Bien. L'équipe d'Alphonse joue contre des Espagnols. Et les Espagnols remportent la victoire. L'équipe d'Alphonse est défaite, elle est vaincue. Alors, Alphonse, oubliant son mariage, oubliant tout, quand il entre pour jouer. Dans l'équipe adverse, il y a un Aragonais, un Espagnol, donc, et qui est très grand, très fort. Il jette la balle très fort vers Alphonse et Alphonse rate cette première balle. Il n'arrive pas à toucher cette première balle. Alors, il dit que c'est à cause de la bague. Vous vous rappelez la bague à 2 diamants qu'il va offrir à sa mariée. Donc, il dit que c'est à cause de la bague qu'il a raté. Et il prend cette bague et il la met dans un doigt de la Vénus, de la statue. Dès lors, dès ce moment-là, il ne rate plus aucune balle et il remporte le match. L'équipe d'Alphonse remporte le match. Alphonse se retourne vers l'Aragonais et se moque de lui. Il lui lance une harangue dans laquelle il se moque de lui. Alors, l'Aragonais est très en colère. Il lui dit en espagnol, « Mi lo pagaras ». Mais le pagaras, je vous ai traduit cette petite phrase, parce que je parle un peu espagnol. Donc, c'est « tu vas me le payer ». On sait très bien que lorsqu'on dit à quelqu'un « tu veux me le payer », c'est une menace. À ce moment, le père arrive, il dit à Alphonse « mais tu es encore là, tu ne t'es pas encore habillé ». Alphonse court se laver, car c'est presque 10 heures, il court se laver et il vient... Il monte dans la calèche. Vous vous rappelez, la calèche, j'ai dit, c'est une petite charrette, mais réservée au transport des gens. Lorsqu'ils arrivent à Pugarig, et lorsqu'ils sont près de la mairie dans laquelle le mariage aura lieu, Alphonse se rappelle qu'il a oublié la bague au doigt de la Vénus. Le narrateur lui dit, mais on voit quelqu'un la chercher. Il lui dit, je ne peux pas. D'abord, si j'envoie quelqu'un, on saura ici, on devra attendre et on saura ici que j'ai oublié la bague et j'aurai vraiment bonne mine devant les gens, d'accord? Ensuite, si j'envoie mon domestique de confiance n'est pas là. Si j'envoie un autre et la bague est très chère, il peut la voler sans aller.
Bon, et la troisième raison, tout le monde a peur de cette statue de la Vénus, donc personne ne va s'approcher de la Vénus et la bague sera là lorsque les personnages vont rentrer à I. Ils trouveront la bague toujours au doigt de la Vénus parce que personne n'aura osé s'en approcher. Bien, alors se taisant, gardant le secret sur l'oubli de la bague, Alphonse sort une autre bague et on marie les deux fiancés, d'accord, et on fait une double cérémonie, une cérémonie civile et religieuse. En Europe, il y a des personnes qui préfèrent se marier seulement civilement. D'accord? Le maire, on leur fait un papier légal, ils se sont mariés. Et il y a d'autres qui vont à l'église pour faire un mariage religieux. D'accord? Et la plupart des gens, ils préfèrent les deux. Ils préfèrent faire le papier civilement, légalement, et aussi faire une cérémonie religieuse. D'accord? Alors, après cela, ils ont déjeuné à Pugarig, chez les parents de la mariée. Ensuite, ils sont rentrés à I. Après le souper, M. Perorad chanta une chanson dans laquelle il dit que dans sa maison, il y a maintenant deux Vénus, l'une noire et l'autre blanche. Et il dit que Alphonse aura du mal à choisir sa Vénus. Et en chute, à la fin, comme une chute de nouvelles ou bien, à la fin, il dit que, mais la Vénus venant de Pugarig, c'est-à-dire la mariée, l'emporte bien haut la main, comme on dit, d'accord, sur la statue, d'accord, et tout le monde applaudit sur cette bonne sortie à la fin de la chanson. Quand Alphonse prend le narrateur à l'écart, il lui dit, mais je suis ensorcelé. Être ensorcelé, c'est être victime d'un sort jeté par un sorcier. D'accord? Alors, il dit, je suis ensorcelé, et lorsque je suis allé pour retirer la bague du doigt de la Vénus, elle a serré le doigt et elle a serré la main pour que je ne puisse pas sortir la bague. Il lui dit, je crois que maintenant elle se considère comme étant ma femme parce que je lui ai mis la bague. Le narrateur lui dit, mais regarde, mais il est sûr que tu as bu trop de vin, d'accord? C'est simplement parce que tu es ivre. Alors Alphonse, il lui dit, alors s'il te plaît, fais quelque chose pour moi, va retirer la bague du doigt de la Vénus. Toi, tu es antiquaire, tu connais très bien les statues et le reste, peut-être que tu sauras comment faire. Lorsque le narrateur veut sortir, il trouve qu'il y a de la pluie dehors. Et bien sûr, il ne croit pas ce que vient de lui dire Alphonse. Il ne croit pas que la statue puisse serrer le doigt ou bien la main pour ne pas laisser la bague être ôtée. Alors, il préfère aller se coucher. Il entend beaucoup de bruit. Et il entend des bruits de pas légers, de filles qui montent, sûrement la mariée avec les filles de la maison, qui montent avec elle dans la chambre à coucher. Ensuite, du silence, et avant de se coucher, il entend des pas très lourds, d'accord, des pas de quelqu'un qui est très très lourd, qui marche vraiment lourdement, d'accord. Donc j'ai déjà cru que c'était un problème de crack de Windows, mais c'est pas ça. C'est un problème dans l'affichage. Il me demande ici si je veux changer l'affichage, mais moi je veux pas. Alors, excusez-moi si de temps à autre cela s'affiche. Je ne sais pas comment résoudre ce problème entre l'affichage de Windows et PowerPoint, parce que ça arrive seulement avec PowerPoint. Donc, maintenant, c'est pas très lourd, mais il se dit, mais cette personne va détruire l'escalier. D'accord? Bien. Ensuite, il s'endort et vers 5 heures du matin, il entend les mêmes pas. Mais cette fois-ci, ils descendent. La première fois, c'était des pas qui montaient l'escalier. Maintenant, ils descendent l'escalier. Tout de suite après, il entend des cris.
il sort et il découvre qu'Alphonse avait été tué. Son visage exprimait le plus grand effroi, une angoisse terrible. Il est mort violemment et dans une grande épouvante. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'il avait une empreinte, une trace qui partait de sa poitrine, passant par ses côtés et allant vers son dos, c'est-à-dire elle faisait un cercle sur son buste. D'accord ? Et elle a laissé une... c'est comme s'il a été... Bon, il va nous le dire ici, je vais vous le dire ici. C'est comme s'il avait été enserré par un cercle de fer. Comme si on lui a fait un étau de fer ou bien un cercle de fer et qu'on a serré. D'accord ? Alors, tout le buste est marqué par la violence de cette étreinte métallique ou bien supposée comme telle. Sur le tapis, il voit la bague et il pense que peut-être Alphonse est-il allé la chercher avant de s'endormir. Le narrateur essaye d'imaginer comment des assaillants, des attaquants, des gens qui sont entrés pour tuer Alphonse, comment ils auraient fait, et toutes les explications qu'il donne, il y a toujours des objections à ces explications. C'est pour vous montrer, pour nous montrer que cette explication n'est pas, d'accord, n'est pas bien solide. L'explication rationnelle n'est pas solide, l'explication irrationnelle est plus, d'accord, justifiée, mais on laisse l'hésitation entre les deux. L'auteur, il joue sur cette hésitation entre les deux. D'accord ? Donc, c'est la plus grande caractéristique du fantastique et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit que le Chevalier Double est plus un conte merveilleux qu'une nouvelle fantastique, parce que dans le Chevalier Double, on n'a pas vraiment cette hésitation entre le fantastique, l'irrationnel et le rationnel, entre le naturel et le surnaturel. Bon, le surnaturel est présenté comme étant vraiment surnaturel. Bien. Alors, il chercha des indices dans la maison et dans le jardin. Il trouva des traces de pas. Allons de la place où est la statue vers la porte de la maison et retournant. D'accord ? Alors, il pense que c'est l'Aragonais. Vous vous rappelez l'Aragonais qui a menacé Alphonse lorsqu'il s'est moqué de lui après le match. Il a pensé que cet Aragonais a mis en pratique sa menace. Il a vraiment exécuté sa menace et il a tué Alphonse. D'accord. Mais il n'est pas vraiment convaincu, on va voir. D'accord. Pourquoi ? À la fin, on sait que ce n'est pas l'Aragonais qui a tué. Alors, la mariée, elle raconte au procureur du roi. Le procureur, c'est la personne qui se trouve au tribunal et qui essaie de charger un accusé. Donc, elle a raconté au procureur du roi comment la Vénus, la statue, était montée et avait tué Alphonse. Bon, il pense qu'elle est vraiment déboussolée par l'événement, que le choc l'a dérangée, et qu'on ne peut pas croire ce qu'elle dit maintenant alors qu'elle est sous l'effet du choc. Pour l'Aragonais, lorsqu'on l'amena, il avait un alibi. Un alibi, c'est pour un meurtre, si tu peux prouver que tu n'étais pas présent dans le lieu du crime, au moment du crime, par exemple, le crime a lieu hier à 3 heures, je ne sais pas, dans une maison. Toi, tu as prouvé que à ce moment-là, tu étais
au cinéma avec des amis qui peuvent témoigner. Donc, on dit que tu as un alibi et c'est une preuve d'innocence. Un alibi, c'est une preuve d'innocence. Donc, il a un alibi. D'accord. De plus, les traces de ses pas sont plus grandes que les traces des pas de la personne qui est entrée pour tuer Alphonse. Et finalement, tout le monde assure que cet homme est un honnête homme, que ce n'est pas un criminel ou bien un assassin ou bien quelqu'un qui pourrait vraiment tuer juste parce que quelqu'un s'est moqué de lui. Un domestique, le dernier domestique qui a vu Alphonse, il dit au narrateur qu'Alphonse était vraiment très préoccupé par le fait qu'il soit ou bien non allé chercher la bague. Il lui a dit, est-ce que le narrateur est allé chercher la bague? Il lui dit, je ne sais pas. Alors, le narrateur, il pose la question au domestique, il lui dit, mais est-ce qu'il portait la bague? Il lui dit, je ne crois pas, parce que moi je croyais qu'il avait donné cette bague à sa femme, et s'il l'avait, je l'aurais certainement remarqué. Puisque je ne l'ai pas remarqué, il ne l'avait pas. Bien, après les funérailles, l'enterrement, les cérémonies funèbres, après cet enterrement, le narrateur est parti chez lui. Quelque temps après, exactement quelques mois plus tard, Monsieur Père Horad est mort, sa femme s'est empressée. Donc, c'est un PS, c'est-à-dire post-scriptum, normalement post-scriptum. Post-scriptum dans une lettre, c'est une petite remarque qu'on ajoute à la fin, une petite note qu'on ajoute à la fin. D'accord? Et alors, cette information est donnée par Monsieur de P. Il lui dit que Madame de Pérorade a fait fondre la statue. Mais il lui dit, mais malgré cela, le mauvais sort, la mauvaise influence de cette statue persiste toujours dans la région. Donc, nous en avons fini avec le résumé de la Vénus d'Île. Nous allons faire un point d'analyse pour le chevalier double, suivi d'un point d'analyse pour la Vénus d'Île.